Sont froides demain matin, pas mal de gelée quasiment partout. -1 pour Paris, -2 à Lille, -3 à Strasbourg en degrés à Brest et 0 degré pour Biarritz sur le Pays Basque. Je vous souhaite une très très belle soirée. Bonsoir, plus de 730 km d'embouteillage cumulé ce soir en région parisienne où la circulation des bus est interrompue. La nationale 118 entre le pont de Sèvres et Vélizy est fermée dans les deux sens. Les retours à la maison sont compliqués pour beaucoup. Les poids lourds sont interdits à la circulation sur les axes principaux et sont redirigés sur des aires de stockage. Situation compliquée également dans le reste de la France, de la Vendée aux Ardennes, en passant par l'Île-de-France. Une grande partie donc de la France subit depuis hier l'assaut du froid et de la neige. 27 départements au total sont en alerte orange. Attention au verglas et à la neige qui continue de tomber. On attend jusqu'à 20 cm cette nuit par endroit. Une journée de galère pour les automobilistes. Laurence Naon, Benjamin Delombre et Guy Sabin. Des voitures qui patinent, qui roulent au pas, et certains conducteurs qui préfèrent continuer à pied. La N118 qui dessert l'ouest parisien vient d'être fermée. Résultat, des kilomètres de bouchons et des automobilistes loin d'être rentrés chez eux. Ça va faire 3 heures qu'on est parti de Châtenay-Malabry. Châtenay-Malabry, c'est à même pas un quart d'heure. Là, je suis coincée depuis au moins plus d'une demi-heure. Et puis, il n'y a aucune info de donner. Dès 18h, à la sortie des bureaux, les automobilistes s'étaient fait surprendre par les embouteillages. C'est la catastrophe, je pense. Ça patine beaucoup, donc c'est un peu plus dangereux. Et en deux roues, les difficultés sont encore plus grandes. Cet homme préfère abandonner son scooter. Je vais me tuer, c'est sûr. J'ai jamais vu ça, j'ai déjà roulé... ça fait 20 ans que je fais du deux roues. J'ai déjà roulé sur la neige, mais là, en plus, c'est dur. Depuis 15 heures sur l'autoroute A10, les poids lourds n'ont plus le droit de circuler. Obligés de stationner sur des zones de stockage. Les forces de l'ordre veulent à tout prix éviter des camions en portefeuille sur la chaussée, bloquant tout le réseau autoroutier. J'avais rendez-vous demain matin à 6 h, mais j'y serai pas, quoi. On est bloqué ici jusqu'à je sais pas quand. Les gendarmes ont dit que c'est 24 heures minimum. À Chartres, ce sont les bus scolaires qui sont à l'arrêt depuis ce matin. Tous ceux qui prennent les bus n'ont pas pu aller en cours. Et moi, mon collège, du coup, il a fermé pour ces 2 jours. Comme la plupart des élèves prennent les bus, ils se sont dit que ça ne servait à rien d'ouvrir. Depuis hier, saleuses et sableuses sillonnent les routes de France, comme ici vers Orléans. Et les heures à venir inquiètent les équipes territoriales. Une deuxième nuit de neige et de verglas est annoncée. Ouais, la situation ne va pas s'améliorer. Sachez que le ramassage scolaire a été suspendu dans plusieurs départements. Pour demain, donc, le suivi et la liste des départements concernés en temps réel, c'est sur notre site internet franceinfo.fr. L'actualité, c'est aussi la visite d'Emmanuel Macron en Corse où il a inauguré ce matin la place Claude Érignac. Un hommage a été rendu à l'ancien préfet de Corse 20 ans après son assassinat. Le chef de l'État a dénoncé un attentat et a affirmé que la justice sera rendue. Il est exclu toute amnistie des prisonniers corses. Écoutez. La Corse, terre de fierté et de dignité, a été salie par ce crime. C'est pour cela qu'elle s'est levée. Voilà pour l'essentiel. Prudence si vous devez sortir. On retrouve tout de suite les informés. Jean-Mathieu Pernin, c'est tout de suite sur France Info. Très belle soirée à tous. Merci de votre présence. « 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. » Oui. Les informés de France. Et oui, ça discute pendant ce temps-là, voilà, pendant. Et pourtant, ils étaient attentifs, Emmanuel Langlois, je vous assure, voilà, pas de problème. Les informés de France Info. France aujourd'hui. Voilà, jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés également sur le canal 27 de la TNT. Il y a 27 départements qui sont en alerte orange ce soir, neige notamment. Il y a des ramassages scolaires qui sont suspendus dans la Marne, dans la Vienne et en Île-de-France. C'est un chaos routier. Voilà, peut-être êtes-vous dans votre voiture actuellement
également en train de nous écouter. Eh bien, on fera des points route réguliers. En attendant, on parle d'actualité parce que eux, ils sont à l'aise et vu la météo, on compte même peut-être aménager dans ce studio. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent donc Gaspard Koenig du think tank Génération Libre, Marion Mourgue du Figaro, Christophe Alix de Libération et Anthony Bélanger, notre cousin, on peut dire, de France Inter. On peut dire comme ça. En ce moment, on se serre les coudes. Voilà. Vous savez ce qui se passe. Oui. C'est normal. C'est normal vu ce qui se passe. Allez, on était en train de parler de Laurent Wauquiez qui se félicite de ses victoires successives. Bon, 2 pour l'instant. Voilà, c'est déjà ça. Gaspard Koenig, quel est votre regard sur Laurent Wauquiez? Est-ce que vous pensez qu'il est en train de réussir son pari, c'est-à-dire de positionner encore plus à droite les Républicains, de devenir l'opposant presque officiel à Emmanuel Macron? Moi, il représente évidemment tout ce que je combats, c'est-à-dire le souverainisme et le centralisme dans toute sa splendeur, donc j'ai pas grand-chose à en dire. Oui. En revanche, dans cette élection, ce qui est quand même assez frappant, c'est le taux d'abstention. Oui. C'est pas 13 ou 15, c'est 80% et 70%. C'est-à-dire que dans le Val d'Oise, 80, il y a quelques 70, milliers de personnes en fait qui votent. Donc c'est les militants politiques qui votent. Donc je veux bien qu'entre militants politiques, il y ait des petites tendances, que Wauquiez remonte ici ou là, mais ça reste une minorité infime de la population. Et je pense qu'en fait, les gens ne votent pas parce qu'ils ont bien compris que le Parlement ne servait à rien. C'est une tendance d'ailleurs qu'on a remarqué depuis la présidentielle et surtout les législatives, où 60% de l'abstention derrière les législatives. Donc en effet, il y a quand même une question. Mais les gens ne sont pas fous. Ils ont bien compris que le Parlement, avec le système présidentiel, plus l'élection au suffrage universel, plus le quinquennat, plus l'inversion des calendriers, le Parlement, c'est fini. Le Parlement, on donne la majorité au président de la République pour qu'il fasse ce qu'il veut, mais il n'y a plus véritablement de pouvoir législatif en France qui fasse contrepoids. Et c'est d'ailleurs tout à fait fascinant qu'on va rencontrer des députés pour leur proposer des propositions, des choses comme ça. Ils disent « Ah oui, très bien, je vais m'arranger pour avoir un rendez-vous avec le ministre, comme si le ministre était leur supérieur hiérarchique. » Normalement, c'est le Parlement qui fait la loi et le pouvoir exécutif qui exécute. Mais les gens ont parfaitement intégré ça, le fait que leurs députés n'ont plus du tout de pouvoir sinon pour poser des amendements ici ou là. Donc pourquoi est-ce qu'ils se déplaceraient pour aller voter? Il n'y a plus que les espèces de partisans, de militants politiques. Il y a un moment Wauquiez. Excités par la vie des partis que ça intéresse. Anthony Bélanger. Objectivement, il y a un moment Wauquiez. D'abord parce que tout simplement il vient d'être élu, parce qu'il apparaît neuf aux Français, parce que effectivement les gens le connaissaient mal, parce qu'il est plutôt jeune, parce qu'il est plutôt habile dans sa communication. Je soulignais que c'était un énarque normalien, ce qui d'ailleurs pas un défaut, un vrai premier de la classe, et qui nous fait le coup de mais moi je suis toutes les semaines sur les routes de Rhône-Alpes. Je passe mon temps dans la ville du Puy, passe son temps à parler de sa ville. Donc bon, c'est un Parisien au carré cet homme. Donc mais par ailleurs qui revendique avoir des racines locales. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a une analyse politique assez juste en fait de ce qui se passe en ce moment avec Emmanuel Macron, qui est en train d'avoir une espèce de collier de perles de conflits sociaux et en plus de cafouiller sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ça a toujours été le disque de chute des gouvernements et des pouvoirs en France. Ne pas soigner le pouvoir d'achat, vouloir faire le plus fin avec le pouvoir d'achat, c'est sûr, c'est la recette d'un retour de baffe. En l'occurrence, ce qu'a fait, juste pour expliquer 2 secondes, ce qu'a fait le gouvernement, c'est de différer ou de distiller la réforme, vous savez, l'abrogation de la taxe d'habitation, mais aussi la baisse des cotisations sur toute l'année 2018. Il n'y a pas moyen, il y a pas meilleur moyen pour mettre en colère tous les Français. La fiche de salaire de beaucoup de Français a quand même augmenté en janvier. De quelques euros, puis ça commencera, ça continuera. Mais si vous voulez, encore une fois, les Français ont l'impression d'être pris pour des imbéciles, parce que étaler ça sur un an, qui est une mesure bercyesque par l'excellence, de technocrate par excellence, de compte public par excellence, les déficits, etc. Totalement tout le gain politique qu'il pouvait en tirer. Mario, il va y avoir donc le mois de mars ne sera plus tellement pensé printemps, cher au président, puisque il y aura 4 autres législatives partielles. Est-ce que ça suit une certaine logique de la Ve République qui veut que le pouvoir en place est souvent sanctionné? On l'a vu sous François Hollande, on l'a vu sous Nicolas Sarkozy, il y avait des élections partielles. Et souvent, on s'en servait pour dire on n'est pas content. C'est surtout qu'il y a eu une telle vague macroniste en juin qu'il peut y avoir un petit rééquilibrage. Mais là, les 4 législatives partielles qui vont venir sont très différentes. Il y a celle du Loiret qui va arriver, où en principe les Républicains vont garder leur siège. Et puis ensuite, il va y avoir l'Outre-mer, où là, il peut y avoir des enjeux locaux très particuliers. Oui. Donc, c'est assez incertain. Et puis une en Haute-Garonne, où c'est en principe le PS face à En Marche. Et là, on s'aperçoit que... là, ce serait incroyable. Le PS, le Parti Socialiste... C'est encore très différent. Mais là, ce qu'on a vu dimanche, c'est quand même une disparition du Parti Socialiste. Enfin, c'est réduit peau de chagrin. Et du Front National. Du Front National qui est très affaibli. France Insoumise qui, a disparu aussi un peu. Et donc, c'est plus une recomposition En Marche et les Républicains. Et c'est là où Laurent Wauquiez réussit à être dans le duel et regagne un peu d'oxygène. Donc, il réussit son pari. Et puis, Laurent Wauquiez profite sans doute de l'affaiblissement du Front National.
du silence de Marine Le Pen. Vrai, tout à fait. Et là où on avait un mouvement pendant très très longtemps, où c'était plutôt la droite républicaine sur sa frange un peu dure, qui était aspirée vers le Front National, là on a plutôt l'impression qu'on pourrait aller dans un mouvement inverse, c'est-à-dire d'avoir un certain nombre d'électeurs du Front National qui vont revenir chez Wauquiez. Donc il gagnerait son pari alors en fait. Oui, de ce point de vue-là, il gagnerait son parti en faisant effectivement, en trouvant une assise à droite forte. Et puis l'autre point aussi quand même, c'est que le label Macron, il permettait de se faire élire même quand on était totalement inconnu lors des législatives. La seule chose qu'on voit en tout cas, c'est que le label Macron aujourd'hui, il suffit plus pour se faire élire. Et ça aussi, c'est un petit peu, voilà, ils sont déjà au pouvoir depuis quelques mois. Il y a peut-être un tout petit début d'usure. D'autant qu'il y a un exemple européen qui est quand même très intéressant, qui est l'exemple de Sébastien Kurz, vous savez, le chancelier autrichien, qui lui aussi est un conservateur bon teint, enfin plutôt très à droite, et qui a réussi à ramener vers lui un des deux partis de l'extrême droite autrichienne. Alors, je ne suis pas du tout en train de comparer Wauquiez à cette configuration-là, je dis que là, il y a quelque chose du phagocytage de l'extrême droite à regarder du côté des Autrichiens, qui fait qu'ils ont tellement envie de participer au pouvoir qu'ils acceptent même de se faire phagocyter par les conservateurs, et on sait comment ça se termine. Je rappelle que Sébastien Kurz a 31 ans, il est donc pas tout à fait de la génération de Wauquiez, ni même celle, il est beaucoup plus jeune que celle de Macron ou de Wauquiez, mais que tout de même là, il réussit en Autriche à ce qui se termine toujours par l'extrême droite bouffée, grosso modo, avalée, phagocytée par les partis conservateurs. Parce qu'ils ont quand même des... C'est le pari, au fond, c'est le pari de Wauquiez. Oui, c'est ça, bien sûr. Alors on dit Wauquiez ou Wauquiez? Oui, c'est drôle, parce qu'il y a le même phénomène qu'avec Mitterrand et la droite qualifiée de Mitterrand, ou avec Bayrou et Bayrou, et c'est de plus en plus Wauquiez devient, alors ceux qui ont un peu un contentieux ou l'apprécient peu disent Wauquiez, alors qu'en principe ça se prononce Wauquiez. C'est Wauquiez à Paris et Wauquiez en Rhône-Alpes. C'est Wauquiez, très bien, moi je dirais Wauquiez. Voilà, c'est comme Saint-Tropez, Lui se prononce Wauquiez. Je dis ça pour les gens qui sont sous la neige, ça vous fait du bien, voilà, je sais, Saint-Tropez, on peut y réfléchir, ça détend tout le monde. Exactement. Et les gâteaux de Retz. L'info à 20h40, Julie Smul. L'Île-de-France à l'arrêt ce soir à cause de la neige. On a dépassé tout à l'heure les 730 km de bouchons cumulés sur la région. Encore 650 km de ralentissement en ce moment. La SANEF, la société d'autoroute, demande aux automobilistes de ne pas venir dans la région avant demain midi. La nationale 118 est fermée dans les deux sens, entre Boulogne-Billancourt et Vélizy. C'est l'axe qui permet de relier Paris à l'autoroute 86. La circulation des bus interrompue également dans la capitale et sa banlieue. 27 départements sont ce soir en vigilance orange dans le nord et l'ouest de la France. Pas de transport scolaire demain dans la majorité des zones concernées. Des perturbations aussi ce soir sur plusieurs lignes TGV. Jusqu'à 2h30 de retard pour les trains qui vont vers l'ouest. Les trains qui roulent à vitesse réduite, 160 km/h au lieu des 300 en temps normal. À suivre aussi ce soir la rencontre entre Emmanuel Macron et les deux dirigeants nationalistes corses. Le président qui a assisté ce matin à Ajaccio à la cérémonie d'hommage au préfet Erignac, assassiné il y a 20 ans, jour pour jour. Du foot avec les huitièmes de finale de la Coupe de France et l'OM qui se qualifie pour les quarts. Victoire 9-0 face à Bourg-en-Bresse, club de Ligue 2. Et puis le club de national des Herbiers en Vendée élimine Auxerre, club de Ligue 2, 3-0. Prochain match à 21h05, c'est Sochaux qui accueille le PSG. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, ne venez pas en Ile-de-France avant mercredi midi. Voilà le conseil de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France. 730 km de bouchons cumulés en ce moment sur l'Île-de-France. On va retrouver tout de suite Fanny Bouvard. Vous êtes sur l'A118. Tout à l'heure, vous nous disiez que vous étiez toute seule et ça continue, j'imagine. Exactement, j'ai même pris un petit peu de hauteur pour avoir un point de vue très global. Je suis sur la bretelle d'accès de la Nationale 118 à l'A86. Pour tout vous dire, la N118 est totalement vide, il y a des voitures à l'arrêt, mais sinon c'est de la neige. Et sur l'A86, en intérieur, c'est de la neige et en extérieur, ce sont des voitures arrêtées. Elles n'ont pas bougé depuis maintenant un gros quart d'heure. Alors là, on se trouve, là où je suis exactement, c'est Vélizy-Villacoublay. Et le maire de la commune vient justement d'ouvrir un gymnase pour ceux qui se trouvent dans les bouchons et qui voudraient entrer l'adresse dans le GPS. C'est le 17 avenue Robert Wagner. Il est ouvert, il est prêt à accueillir des naufragés de la route, comme on dit ici. Ils risquent d'être assez nombreux ce soir.
Très bien, merci beaucoup Fanny. On vous souhaite en tout cas tous bon courage si vous êtes dans votre voiture. Actuellement, nous on va continuer à parler actualité aussi, puisque vous le savez, le plan de départ volontaire provoquera-t-il le top départ volontaire des syndicats? Subtilité du jeu de mots, hein, vous l'aurez remarqué. Aujourd'hui se tenait une intersyndicale avec au menu, en ce moment d'ailleurs, une intersyndicale, une possible réaction à la réforme de la fonction publique dévoilée la semaine dernière par le Premier ministre et le ministre des Comptes publics. Plan de départ donc volontaire, recours accru aux contractuels, rénovation du statut de fonctionnaire, rémunération au mérite. La pilule ne passe pas, d'autant moins d'ailleurs que les agents publics n'ont toujours pas digéré le gel du point d'indice et le rétablissement du jour de carence. Les deux plus importants syndicats du secteur, la CGT et la CFDT, semblent s'accorder sur le fait qu'une ligne jaune ait été franchie, mais la faible mobilisation contre la réforme du Code du travail refroidira-t-elle l'ardeur des plus zélés? Christophe Alix, est-ce qu'il y aura une mobilisation possible justement des syndicats sur ce sujet-là? Oui, elle semble possible, parce que bon, quand même, dans la fonction publique, on a quand même été mis à assez rude épreuve ces dernières années avec le gel du point d'indice. Et ce qu'il semble, c'est que les syndicats qui sont prêts quand même à une discussion n'ont pas tellement apprécié le fait que Gérald Darmanin parle de plan de départ volontaire. Pourquoi ça choque cette expression, Christophe? Pourquoi ça choque cette expression? Alors, cette expression, elle choque parce qu'en fait, ça n'existe pas, ou ça n'a jamais existé dans la fonction publique, même si Nicolas Sarkozy avait introduit en 2009 une forme de possibilité de départ volontaire individuel cette fois, hein, et pas des départs volontaires collectifs comme ce serait le cas. Mais c'était, je crois, il y avait un certain nombre de conditions qui font qu'en fait très peu de gens ont utilisé cette possibilité. Bah oui. Et Gérald Darmanin, en annonçant la couleur et en expliquant après qu'il va mener une concertation exemplaire, il y a peut-être eu ils ont peut-être mis un petit peu la charrue avant les bœufs. Ça ne plaît pas beaucoup aux syndicats. Et d'ailleurs, maintenant, le gouvernement rétropédale un peu en expliquant que la communication n'était pas celle de parler d'un plan de départ volontaire, que Darmanin est allé trop loin, etc. Gaspard Koenig, vous, est-ce que j'imagine que ça ne vous choque pas cette histoire de plan de départ volontaire, cette idée? Dans le plan de départ volontaire, il me semble qu'il y a le mot volontaire. Ouais. Donc, ça me paraît du coup assez libre. Soit on accepte ou on n'accepte pas, et on n'est pas contraint. J'aimerais quand même rappeler qu'en fait, on a toutes ces discussions qui vont être infinies, notamment sur le recours au contractuel, qui crée 2 cas, ce qui est très mauvais. Et en fait, on a toutes ces discussions parce qu'on n'ose pas toucher au statut de la fonction publique. Je rappelle quand même que c'est la gauche qui s'opposait au statut de la fonction publique dans les années 30. Précisément parce que la gauche avait cette conception assez rigide et claire de l'intérêt général, du service du public. Ils disaient les fonctionnaires sont là pour servir le public, pas pour devenir eux-mêmes un corps de métier à protéger. Et donc, il s'inquiétait que le statut de fonctionnaire rende la fonction publique trop indépendante par rapport aux directions du pouvoir politique. Deuxièmement, le deuxième problème, donc c'est on ne touche pas au statut, c'est une erreur. On a touché quand même quasiment dans tous les pays voisins, y compris par référendum en Corse. Tout à fait. Et ça permet, c'est pas seulement, moi j'étais sous statut de la fonction publique quand j'ai commencé à être prof, c'est horrible en fait, parce que c'est un carcan. C'est une protection, mais c'est aussi un carcan. Pour tout le monde, et du coup, vous n'avez aucune mobilité, etc. Et deuxièmement, je pense que vous qui êtes pour le choix, il faut laisser le choix. On ne peut pas faire ce genre de réforme sans que la tête ne donne l'exemple. Et aujourd'hui, il y a un truc qui est pire que le statut de la fonction publique qui s'appelle les grands corps, qui ont été dénoncés par l'actuel président de la République dans son livre Évolution, qui dit, je cite, c'est une caste qui bénéficie de privilèges hors du temps. C'est tout à fait vrai. Il appartient. Vous êtes au Conseil d'État ou à l'Inspection des Finances, vous pouvez prendre 10 ans pour essayer dans le privé. Exactement. Et puis si ça ne marche pas, vous pouvez retrouver vos chaussons. Et votre traitement extrêmement confortable. Dans votre corps d'origine. C'est ce qui est arrivé. C'est une espèce d'assurance chômage en or, complètement inique. Et donc, ce qu'il faut faire, si vous voulez réformer la fonction publique, c'est d'abord abolir les grands corps, évidemment. Une petite précision. Pas d'existence juridique, mais qui, de coutume, très très fort. Explique Gaspard Koenig, c'est ce qui est arrivé à Laurent Wauquiez, non sur son statut, justement, au Conseil d'État. Il me semble qu'il a démissionné. C'est ça. Il a démissionné. C'est ça, ça lui est arrivé. Il y a un autre tabou aussi, c'est le nombre de fonctionnaires. J'ai regardé un petit peu dans le reste des pays européens. Vous savez que la France a 5 200 000 fonctionnaires. 2 fois plus. C'est-à-dire 2 fois plus que la Grande-Bretagne, 3 fois plus que l'Italie, presque. Et surtout, le même nombre de fonctionnaires que l'Allemagne, c'est-à-dire un pays qui fait 20 millions d'habitants de plus que nous. Donc, il y a aussi, effectivement, je comprends M. Darmanin qui essaye de dire, ce constat, mais tout le monde l'a en tête et tout le monde sait qu'il y a trop de fonctionnaires, surtout pour des tâches qui se dématérialisent de plus en plus. Donc, l'idée, probablement, de M. Darmanin, c'est de faire en sorte de dégraisser le mammouth, on va le dire, mais d'une manière... On les prend où? Parce que c'est-à-dire l'éducation, les hôpitaux, la force de l'ordre. Alors, d'abord, je ne pense pas que l'Allemagne soit moins bien gérée que la France. Je ne pense
pas non plus que la Grande-Bretagne soit moins bien gérée que la France. Je pense ça. Sur les transports ferroviaires, sur les infrastructures. Par ailleurs, c'est vrai que nous avons une tradition en France qui fait qu'on inclut dans le nombre des fonctionnaires un bon nombre d'entreprises publiques dont les employés ont un statut de fonctionnaire, ce qui augmente artificiellement le nombre de fonctionnaires. Je suis au courant de tout ça. Mais enfin, effectivement, de moins en moins. Et deuxièmement, encore une fois, l'Allemagne qui a 5 millions de fonctionnaires, c'est-à-dire 200 000 de moins que le nôtre, Alors, je rappelle, n'est pas moins bien géré que la France. Je précise juste, comme nous sommes journalistes sur le service public, nous ne sommes pas fonctionnaires. C'est ce qu'on appelle une dictature, en fait. Sinon, voilà, c'est quand l'État s'occupe. C'est pas le même statut. Ne vous inquiétez pas. Marion, juste est-ce que pour revenir à la question initiale sur les fonctionnaires peuvent-ils s'unir, ça serait peut-être la première fois qu'ils réussiraient depuis le début du quinquennat, parce qu'ils ont quand même essayé et ça n'a jamais marché. Alors là, on a l'impression que justement l'exécutif est dans une période un peu plus compliquée. Et est-ce que cette réforme serait un peu la goutte d'eau qui... c'est relatif, mais il y a une période plus compliquée parce qu'il peut y avoir une conjonction des mécontentements et cette réforme serait justement ce qui amènerait d'autres électorats un peu mécontents à se fédérer. Mais il faut voir. Ils se donnent toute l'année pour négocier, donc ça va être long. Il y a ce que j'appelle en ce moment des conflits en collier de perles. C'est-à-dire que vous les alignez les uns après les autres et ça commence à grogner un peu partout. Et c'est vrai qu'il manque une grande réforme qui il peut y avoir un texte qui fait déraper. Qui ferait déraper et qui synchroniserait toutes ces réformes. Et ce serait peut-être, c'est celui-là, j'en sais rien, ou d'autres. Mais c'est vrai que cela dit, ça serait bien dommage parce qu'il y a effectivement des problèmes à régler au sein de la fonction publique. Et c'est vrai que vous avez raison que le statut des fonctionnaires peut être bien souvent perçu comme un carcan. Allez, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h50, Julie Smul. La SNCF demande aux voyageurs d'éviter la gare Saint-Lazare à Paris. La SANEF, la société d'autoroute, recommande aux automobilistes de ne pas venir en Ile-de-France avant demain midi. Toute la région sous la neige. Ce soir, 600 km de bouchons cumulés en ce moment, des TGV et des trains de banlieue qui ne circulent pas ou avec beaucoup de retard. Aucun bus dans la capitale et les départements limitrophes. L'Essonne est en train de préparer des sites d'accueil d'urgence pour tous ceux qui sont encore coincés sur les routes. On attend cette nuit entre 7 et 30 cm de neige sur la région parisienne. En tout, 27 départements sont placés en vigilance orange dans le nord et l'ouest de la France. Pas de transport scolaire demain dans la majorité d'entre eux. L'adolescent de 15 ans qui a tué un gendarme en lui fonçant dessus avec sa moto ce week-end en Gironde est mis en examen pour homicide involontaire aggravé. Il avait refusé de s'arrêter dimanche pour un contrôle routier. Il est ce soir remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. La suite du procès de Salah Abdeslam qui doit reprendre jeudi en Belgique se tiendra sans lui. Il refuse de se représenter devant le tribunal. Hier, pour la première journée d'audience, il s'est brièvement exprimé avant de décider de garder le silence. Salah Abdeslam, dernier suspect encore en vie des attentats de Paris, est jugé pour une fusillade en Belgique 3 jours avant la fin de sa cavale. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, 27 départements donc en vigilance orange, neige. La plupart de ces départements ne pourront assurer des ramassages scolaires demain matin. Et parmi ces départements, donc, il y a Paris où il n'y a plus de bus. Mais on va voir ce qui se passe justement dans la capitale avec vous, Julie Paco. Vous êtes donc au Pont de Sèvres actuellement. Quelle est la situation? Est-ce qu'elle est toujours chaotique? Bien oui, c'est la galère pour tout le monde ce soir, à commencer par les automobilistes. Ils roulent au pas, ils patinent pour gagner l'ouest parisien. Certains ont même laissé leur voiture au bureau en rentrant chez eux à pied. À l'image de Geoffroy, commercial à Sèvres, il va regagner son appartement à Issy-les-Moulineaux en essayant de ne pas glisser. Et du côté des usagers des transports en commun, eux aussi doivent braver le froid en marchant, car plus aucun bus ne circule après l'arrêt Pont de Sèvres. Certains tentent de faire du stop, mais Amina préfère, elle, marcher, arpenter les trottoirs verglacés jusqu'à son appartement de Vélizy. Enfin, d'autres franciliens ont tout simplement choisi de ne pas rentrer chez eux. Camille vit à Clamart, mais ce soir, elle passera la nuit à quelques mètres d'ici, chez une amie. Merci beaucoup, J. Paco. On vous retrouve tout au long de la soirée. Nous, bien sûr, la spéciale neige va continuer. Bien sûr, toute la soirée sur France Info. Nous, on reste là. Au moins, voilà, on n'a pas à bouger, on n'a pas à glisser. Heureusement, on était en train de parler dans les informés de France Info des fonctionnaires. En ce moment, il y a une intersyndicale qui s'est réunie pour savoir quelle suite à donner aux annonces des fonctionnaires. Vous en parliez tout à l'heure, Christophe Alix. C'est une réflexion qui va durer
longtemps. Finalement, le gouvernement se donne plus de temps que pour le code du travail. Ça veut dire qu'ils savent à quel point c'est délicat, fragile. Tout à fait, oui. Et il se donne 1 an. Et en fait, effectivement, il y a eu, semble-t-il, quand même un peu un loupé dans la manière dont tout ça a été annoncé, parce que, bon, apparemment, il y a une marge de négociation, parce qu'effectivement, le gouvernement a très peur. D'autre part, il semble quand même qu'il y ait, disons, un certain nombre de possibilités. Emmanuel Macron s'est donné comme objectif de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires sur le quinquennat. Et apparemment, si on cumule le million de personnes, de fonctionnaires qui va partir en retraite dans les 5 prochaines années, qu'on n'en renouvelle pas certains, c'est-à-dire sans aller jusqu'à la règle du 1 sur 2, qui était celle de la RGPP à l'époque de Nicolas Sarkozy, qu'on augmente et qu'on réduit peut-être un petit peu le nombre de fonctionnaires dans certaines administrations, cet objectif, il paraît quand même possible. Pour lui, ce qu'il faut dire quand même, c'est que cette année, il y aura 1600 suppressions de fonctionnaires en France, ce qui est quand même pas beaucoup pour la première année du quinquennat. Marion Moog, et après Gaspard. C'est difficile de croire qu'il y a eu un loupé, parce qu'il y avait quand même, l'annonce a été faite aux côtés du Premier ministre. Alors, il peut y avoir un rétropédalage en voyant apparemment, le Premier ministre n'était pas également exactement sur ça. cette manière de procéder, non? Gaspard Koenig, est-ce que finalement ce genre de décision qualifie Emmanuel Macron dans son côté libéral, comme vous le soutenez? Moi, je vais vous dire ce que ferait un libéral sur la fonction publique. Il dirait pas d'en haut. Je vais décider de supprimer un poste sur temps, ou bien de ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2, etc. Parce que ça, ce sont des règles arbitraires, décidées d'en haut, qui du coup créent des crispations, parce que certains services vont en souffrir, certains autres vont y échapper, etc. Ce qu'il ferait, c'est qu'il dirait, bon, maintenant vous avez une vraie flexibilité dans la gestion de vos ressources. Du coup, il n'y a plus de statut, parce que le statut empêche les gens de passer d'un service à l'autre, d'un grade à l'autre, de prendre des gens de l'extérieur, etc. Et vous décentralisez le processus de décision. Vous dites, vos objectifs, voilà, vous devez vous entretenir les hôpitaux, vous devez entretenir les routes, etc. Maintenant, la manière dont chaque département se gère, le type de personnes que vous embauchez, la manière dont vous les promouvez, autonomie, en fait, finalement, dont vous les promouvez ou non, ça vous regarde. Et du coup, il y a différents modèles qui peuvent émerger. C'est ce qu'on a appelé d'ailleurs en Angleterre, quand ils ont tenté ça sous Cameron, les coopératives de services publics, où les fonctionnaires en fait se détachaient du service public, s'associaient en coopérative et vendaient leurs services à un État qui était devenu leur client et qui était auparavant leur employeur. Voilà. Et bien ça, c'est par le bas, c'est la big society. Anthony, on ne va pas aller jusque-là, mais il y a un peu d'idée de la réforme actuelle. J'ai bien dit qu'il y avait trop de fonctionnaires, etc., que par rapport aux autres pays. Il y a quand même 2-3 trucs à défendre sur les fonctionnaires français. Un, le recrutement par le concours, qui est une excellente chose et qui est surtout une manière de recruter parfaitement aveugle et qui fait que beaucoup de minorités en France, beaucoup de jeunes gens et de femmes issus de l'immigration, on retrouve comme ça leur place dans la République française et dans la société. Deuxièmement, et ça c'est très important, c'est un élément d'assimilation et d'intégration qui est extrêmement important. Les Français sont très attachés. Auquel les Français sont très attachés. Le concours administratif est un ferment d'égalité. Deuxièmement, il y a une fonction publique d'État qu'il faut quand même protéger de l'extérieur et de l'arbitraire. Et le statut des fonctionnaires sert aussi à ça. Regardez les militaires qui ont la fonction régalienne la plus cruciale, qui donnent leur vie pour sauver la France, sont généralement sous contrat. C'est vrai. Donc c'est quand même la preuve. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de contradiction. Par exemple, il y a des fonctions publiques territoriales qui n'ont pas besoin forcément de ce type de protection. Mais la fonction publique d'État et effectivement les fonctions régaliennes, oui. Ça doit se terminer, les informés de France Info. D'ailleurs, si vous voulez entendre la voix d'Anthony Bélanger, la douce et mélodieuse voix, elle sera dès 6h40-45 sur France Inter demain matin. Après, vous revenez bien sûr sur France Info, parce que c'est la radio aussi qui écoute Anthony Bélanger. Merci beaucoup Gaspard Koenig. La une du Figaro demain, Marion Moog. Faut-il craindre une nouvelle crise financière? Très bien. Et la une de Libération. Et Libération fait quelque chose sur ce qu'on appelle la parentalité bienveillante ou positive. Très bien, à découvrir ça. Voilà, une tendance en vogue. En tout cas, il est temps pour nous de retrouver Jean-François Killy. Bonsoir Jean-Mathieu. J'imagine qu'il y aura de la neige, non? Menu très simple, neige et Corse avec nos invités. On aura peut-être Gilles Siméogne en direct d'Ajaccio si la réunion avec Emmanuel Macron s'achève. 3 invités en studio, Fabien Di Filippo pour les Républicains, Eduardo Riancipel pour le Parti Socialiste, Ludovic Pajot du Front National, avec Yael Gauze et de nombreux directs sur le